Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, dans Parcours, nous faisons voyager avec les carrières des meilleurs directeurs sécurité des grandes entreprises, qu'ils soient formés sur le tas, issus de la police ou de la gendarmerie ou d'autres horizons. Leur parcours force l'admiration et sont une illustration de la réussite autour d'une passion, celle de la sécurité et de la sûreté. Il est conseiller sûreté de l'archéologie et des archives, expert en prévention et lutte contre la malveillance et le trafic illicite des biens culturels, expert en protection des entreprises et en intelligence économique. Yann Brun, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agneau Sécurité. Je crois que vous êtes originaire de l'Île-de-France. Tout à fait, je suis né à Versailles et j'ai de suite vécu à Saint-Léger-en-Yvelines, un petit village dans la forêt de Rambouillet où il y a il y avait 900 personnes. D'accord, on a vite fait le tour. Voilà, et là vous restez jusqu'à 20-25 ans? Tout à fait, jusqu'à 25 ans où après je fais connaissance de ma femme et après donc on va un petit peu plus loin s'éloigner puisque l'Île-de-France en Yvelines ça coûte assez cher. Donc on a suivi un petit peu le trajet des gares pour se retrouver en Eure-et-Loir. D'accord, mais pour être quand même assez rapidement sur Paris. Tout à fait. Vous avez commencé au bas de l'échelle, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est en 1990, on remonte dans le temps, puisque vous étiez agent d'accueil de sécurité et de surveillance des salles d'exposition au musée d'Orsay, et ce pendant 2 ans. Pourquoi cette orientation ça s'est fait à quel âge exactement? Alors, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, donc... Ma mère qui travaillait, en fin de compte, justement au musée d'Orsay, mais c'est vraiment un pur hasard que je me retrouve après là-bas, c'est-à-dire me dit, il faut passer des concours et on verra, peut-être que tu trouveras ta voie. Donc j'ai passé plein de concours, et à 18 ans, le seul que je réussis, c'est celui d'agent d'accueil et de surveillance au ministère de la Culture, et le poste qui m'est alloué, c'est au musée d'Orsay, où elle a travaillé en 86. Et l'anecdote, c'est qu'en 86, j'étais à l'inauguration, puisque ma mère a y travaillé déjà. D'accord. Mais en fin de compte, c'est un pur hasard qui fait bien les choses, puisque ça m'a permis de m'ouvrir sur le patrimoine et découvrir un très beau musée qui m'a fait mes 20 ans de passion là-bas. Alors c'est aussi, quand je disais tout à l'heure commencer au bas de l'échelle, c'est aussi intéressant de montrer la réussite, d'en arriver là où vous êtes, parce qu'on peut partir, et c'est souvent bien de commencer de la base pour connaître ces métiers-là, sur lesquels on sera responsable après. Alors, pendant ces 2 ans, en tant qu'agent d'accueil, c'est des missions quoi, basiques? Les missions basiques d'un agent d'accueil, c'est-à-dire accueillir le public, assurer sa sécurité. Ouais, il y a de la fouille un peu. Oui, à l'époque, justement, moi j'ai commencé par faire les contrôles. À l'époque, on n'appelait pas encore Vigipirate, mais on vérifiait déjà les sacs et on passait le petit détecteur manuel. Donc ça, je l'ai fait très jeune. Et après, on s'occupait surtout de la protection du patrimoine, donc des collections. D'accord. Et j'ai commencé à 18 ans, donc fin 90, j'avais 18 ans et demi. Donc là aussi, l'intérêt, l'avantage, c'est que j'ai été un petit peu, pas le petit dernier par rapport à des gens, on va dire, on m'a appris un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire l'intérêt du travail bien fait, conscience professionnelle et surtout de l'échange intergénérationnel. Donc, très tôt, j'ai appris à travailler de cette manière. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait ma ligne un peu de vie, qui m'a donné envie aussi d'évoluer. Vous avez profité de la transmission des anciens qui étaient là, probablement depuis assez longtemps. Tout à fait. Et puis, dans un univers... je ne sais pas si vous connaissiez l'art, ou en tout cas d'un univers passionnant. Tout à fait. C'est déjà le fait que ce soit un musée, le musée d'Orsay est une ancienne gare, le fait qu'une gare, on l'a transformée en musée, ouvert en 86, donc en plus un musée jeune, et avec des collections que j'ai découvertes, tout ce qui était l'impressionnisme, donc fin 19e, avec du Van Gogh, du Manet, du Degas, et des tableaux, justement une période que j'adore et que j'apprécie énormément, et en même temps le développement du cinéma, puisqu'à l'époque il y avait une partie de collection sur la découverte du cinéma. D'accord. Une découverte sur le monument, les œuvres, et puis le public et le personnel. Donc c'était vraiment en termes de formation sur ces premières années Alors, comme c'est des concours, on rentre dans la fonction publique, vous avez la formation classique d'intégration, et après, si on veut évoluer, avancer dans ces fonction, on développe des formations, donc des formations pour mieux accueillir les publics étrangers, par exemple.
donc la partie accueil. La partie sécurité, donc après c'est bien après, mais on va dire ce qu'on appelait plus tard ERP1, SIAP, etc. Donc sécurité incendie. Ouais. Et en termes de surveillance sécurité, c'était des formations qui étaient faites en interne sur le vol malveillance, ou quelquefois, mais là c'était plus tard, sur tout ce qui était attentat avec le laboratoire police, de la préfecture de police pour justement tout ce qui était objet suspect, objet improvisé et autres. Vous parliez des touristes étrangers. Est-ce que vous avez une formation en interne au niveau des langues ? Alors malheureusement, n'étant pas très bon en langue, j'ai essayé d'apprendre, mais surtout connaître comment mieux accueillir les publics, puisqu'il y avait une grande partie étrangère, beaucoup d'asiatiques, et donc comprendre leur... c'est-à-dire leur coutume, leur façon de fonctionner, voilà, qui est différente, bien sûr. C'est totalement différente, parce que quand on voit... c'est différent des Italiens qui s'expriment fortement, qui aiment bien, et que on va dire, les Asiatiques sont plutôt refermés, et puis ils vont plutôt prendre... Et ça change les missions d'un agent d'accueil, ça, justement? Il procède différemment, il apprend à procéder différemment? Tout à fait, c'est ça l'intérêt, ce que j'aime bien, c'est justement s'adapter au public pour mieux le recevoir, et lui proposer justement une visite ou un confort d'accueil adapté. Alors, comment on reçoit un Italien et comment on reçoit un Japonais, par exemple? C'est quoi les différences? La différence, on va plutôt un petit peu laisser le côté asiatique un petit peu en retrait, parce qu'ils ont déjà tout préparé. On va dire, ils font des tours opérateurs, on va dire faire Versailles, Orsay, le Louvre, en très peu de temps. Donc, on va plutôt les canaliser parce qu'ils arrivent à plusieurs. Et ça va être, on va dire, plein de photos un peu partout. Tandis que les Italiens, eux, c'est plutôt les calmer dans leur démarche, parce qu'ils ont tendance à s'exprimer par les gestes, à s'exprimer fort, et donc pour le confort des autres publics. Et ne pas faire tomber des tableaux ou des sculptures. Mais on va dire, ils sont plus expressifs, et donc ça peut déranger des fois la visite d'autres personnes qui préfèrent être plus au calme. Donc, alors, avec tout ça, vous progressez petit à petit. En 93, vous passez adjoint en charge de l'encadrement des équipes muséographiques, toujours au musée d'Orsay. Donc, c'est quoi les équipes muséographiques? Alors, en fin de compte, vous avez deux types de salles d'exposition, ce qu'on appelle les salles muséographiques. C'est plutôt les salles permanentes, expositions permanentes avec les collections permanentes, et les salles d'exposition temporaire, où là, c'est plutôt des prêts et des expositions spécifiques. Donc, nous, on était plutôt dans les salles, dans on va dire 90% des salles du musée, et on gérait uniquement les collections permanentes. Donc là, vous êtes en charge au niveau humain des agents qu'on voit dans les salles d'exposition. Je deviens, entre guillemets, chef de ce que vous faisiez au départ. Je faisais. Donc là aussi, j'ai à peu près 20-21 ans, je deviens responsable de ceux qui m'ont formé, qui ont un âge, une expérience, une expertise beaucoup plus. Mais qui le prennent bien. Tout à fait, c'est ça. Il y a un management à faire là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est tout l'intérêt de à l'époque de la passation entre les anciens et les nouveaux, c'est justement que ça permet une transition, et ils sont plutôt favorables et très heureux qu'on évolue et d'avoir des gens aussi, comme vous le disiez, comme tu le dis, qui a déjà fait de l'opérationnel, qui vient du terrain. Donc on comprend plus facilement et on va dire... On échange plus facilement. Après, moi j'avais, au départ, je me suis retrouvé dans l'autre équipe, ce qui peut aussi éviter des fois des prises de position ou autre. Donc ça permet aussi de gérer, tout en connaissant les personnels, mais pas de suite à avoir à gérer ses propres collègues. Quand on est en charge de l'encadrement des équipes, est-ce qu'on a son mot à dire aussi sur les nouvelles technologies? Tout à fait, c'est-à-dire que là, à l'époque, le directeur de la sûreté et de la sécurité, il y avait la mise en place, justement, la questionnement sur la vidéoprotection. À l'époque, c'était vidéosurveillance, où on avait plein de mini-PC. Et dans les salles, à chaque secteur, on avait un PC de sécurité vidéo. D'accord. Et le grand débat était, est-ce qu'on conserve tous ces petits PC qui nécessitent aussi du personnel derrière, formé, ou on centralise toute l'information dans un seul PC central? Et la décision, justement, était de réfléchir, ou plutôt dans la centralisation, ce qui permet d'avoir vraiment un œil global et qui permet de mieux gérer, d'avoir... Donc ça a permis aussi... Ça a modifié aussi notre manière de travailler, puisqu'on avait passé de gens de surveillance dans les salles, plus pupitreurs, on va dire vidéo, donc dans les années 90, à uniquement, on va dire, intervenir dans... C'est quelque chose qui vous intéressait déjà, les nouvelles technologies à l'époque? Tout de suite, vous avez accroché à ces évolutions, à la possibilité de passer à un PC central? Tout à fait. Quand j'ai débuté justement au niveau de l'encadrement, on va dire, mes collègues... Certains tapaient encore à la machine pour faire les plannings, ou les rapports ou autres. Et justement, l'informatique est arrivée. La bureautique est arrivée, on va dire, avec mes collègues qui étaient de ma génération, donc
la vingtaine, de suite, on s'est pris ces outils, on a découvert. Donc là aussi, on va dire, on a vu le potentiel qui, au départ, quand on utilisait les tableurs, on utilisait juste à l'époque, pour faire les plannings, on prenait la règle et on tirait les traits. Au départ, on a juste utilisé le tableur, Excel ou autre, pour juste faire la même chose, mais imprimer juste, et on remplissait à la main. Donc il y avait une évolution. Enfin, c'est ça aussi, c'est évoluer au fur et à mesure par rapport aux habitudes des uns et des autres, pour justement ne pas avoir un choc intergénérationnel et adapter les technologies à l'humain. Et c'est parce que vous êtes intéressé à ces technologies que vous passez en 2005 chef de projet informatique, responsable du développement et de l'archivage informatique. C'était en plus une création de poste. Tout à fait. Comment vous passez de adjoint en charge de l'encadrement des équipes muséographiques à chef de projet informatique? C'est une demande de votre part? Tout de suite, ils ont repéré en vous Comme je vous dis, dès les années 90, j'étais correspondant informatique, avec le service informatique, donc on suivait énormément. Et là, c'était passé un petit peu justement de l'ancien monde plutôt papier au niveau de l'informatique. Et donc, comme moi j'avais des connaissances en informatique, bureautique, et une parfaite connaissance du métier organisationnel, gestion des personnels. Donc, j'ai mis en place, j'ai programmé, parce que j'ai fait des formations conception en bureautique, chef de projet informatique, pour créer les applications, pour gérer les plannings, gérer les congés, gérer les absences. Enfin, vraiment, c'est-à-dire on a mis en place tout un dispositif d'une application dédiée spécifiquement au musée d'Orsay et adaptée au musée d'Orsay. D'accord. Qui permettait d'appuyer sur un bouton et vous saviez quelles étaient les personnes qui étaient présentes pour le lendemain, etc. etc. Tout ça, c'était vraiment adapté, comme je vous dis, avec l'existant et arriver dans une nouvelle technologie et un nouveau monde, quoi. Poste que vous assurez pendant 2 ans. En 2007, vous êtes toujours fidèle au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Alors pourquoi? Parce qu'entre-temps, c'est rajouté l'Orangerie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était... Pour situer l'Orangerie dans Paris, pour ceux qui ne savent pas. De l'autre côté de la Seine, au niveau des Tuileries. D'accord. On est juste en face. En même temps, c'est la même période. C'est-à-dire vous avez des œuvres du 19e siècle, donc c'est aussi de l'intérêt. Et c'est une période où on passe de musée d'Orsay, qui était un service à compétence nationale, donc c'est un statut spécifique, à établissement public, qui donne une autonomie juridique et financière. Et donc là, était décidé de joindre les deux. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un établissement public. Et alors là, vous revenez dans l'univers un peu plus des expos, responsable sécurité et sûreté des espaces d'accueil et des expositions temporaires. Est-ce qu'il y a une complexité particulière à assurer justement la sécurité d'expositions temporaires, ou est-ce que c'est la même chose pour les permanentes? Eh ben non, justement, c'est pour ça que ce poste m'intéressait, c'est-à-dire que comme j'avais géré plutôt du personnel titulaire fonctionnaire, et sur des expositions permanentes qui tournaient peu, à part des prêts d'œuvres. Là, on tombe sur des expositions temporaires où ce sont des œuvres qui sont la plupart prêtées par d'autres établissements. Donc une responsabilité différente et du personnel aussi différent, puisque ça sera plutôt des vacations, puisque les expos durent de 3 à 6 mois. Et j'avais aussi en charge l'accueil du public, la sûreté de l'accueil. Et là, c'était une société privée qu'on voit maintenant un petit peu partout. C'est-à-dire que vous allez au Louvre ou à Orsay, quand vous arrivez, c'est une société privée qui gère la sécurité et la sûreté à l'extérieur, qui fait le contrôle Vigipirate, etc. Donc là aussi, le lien, on va dire, avec le privé, puisque là, on commence à gérer du personnel privé, on va dire, le contrat prestations. Donc ça aussi, c'était un petit challenge de changer aussi des habitudes et de manager différemment d'autres personnels qui permet aussi de découvrir un nouveau monde. Alors vous recevez sur ces expositions temporaires des œuvres d'art qui viennent du monde entier, d'autres musées, également de particuliers qui prêtent? Ça arrive, oui, aussi. D'accord. Est-ce que vous êtes en charge aussi de la protection de ces œuvres d'art lors de leur transport du point de départ jusqu'au musée d'Orsay ou à l'Orangerie? Alors, quand j'étais en charge de ces fonctions et de ces missions, c'était un autre service qui prenait en charge... Nous, on prenait en charge, en fin de compte, à partir du moment que les œuvres arrivaient. Sur place, d'accord. Sur place, okay. Jusqu'à leur départ. Après, c'était d'autres services qui s'occupaient du transport à l'aller comme au retour. Et là, c'est des sociétés spécialisées, puis selon l'importance, avec ou accompagnement, police ou gendarmerie, etc. C'est vraiment des protocoles spécifiques. Est-ce que le prêteur, que ce soit un musée ou un particulier, peut imposer des
consignes de sécurité, des systèmes de sécurité particuliers ou non, c'est à... Tout à fait, c'est-à-dire que, ou de même, on va dire rien que pour ce qu'on appelle l'hygrométrie au niveau de la conservation de l'œuvre en elle-même, ou température et autres nécessaires. Et en plus, selon les exigences, l'importance, voilà. Il y a des exigences qu'on va... Oui, parce que l'expliquer, mais... Vous avez raison de le dire. Les œuvres d'art, on pense tout de suite au vol, mais il y a aussi les dégradations volontaires, bien évidemment, et involontaires, liées, entre autres, au climat, la température, l'humidité. Donc justement, tout ça doit être pris et ça fait partie justement des obligations ou des demandes de chacun des prêteurs. Ok. Et oui, c'est normal parce que on est d'accord. Donc là, il y a un contrat qui signe avec des clauses et comme nous en tant que prêteurs, puisque le musée d'Orsay ou d'autres le font également. D'accord. On est aussi en exigence en fonction des œuvres d'art. Depuis 2011, vous êtes conseiller sûreté de l'archéologie et des archives. Là aussi, c'est une création de poste. Vous avez de la chance. À chaque fois, on crée des postes pour vous, dis donc. J'ai la chance de pouvoir avoir ces postes. Après, je postule comme la plupart. Là aussi, ça fait... Là, il s'agit de quoi, exactement? Là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est aussi l'occasion, l'opportunité. C'est qu'à chaque fois que j'ai changé, je faisais aussi suite à des réussites à des concours. Donc, on va dire, comme j'ai commencé en bas de l'échelle en tant qu'agent de sécurité, ou à l'époque, on disait gardien de musée, et j'ai monté et gravi après à responsable. Et là, c'était donc cadre A de la fonction publique, et une création de poste de conseiller sûreté, archives, archéologie. Particularité, là aussi, tous mes collègues sont des commandants de police. Donc au départ, il n'y avait que des commandants de police. Donc création de poste et nouveauté, puisque moi je suis ingénieur sécurité sûreté du ministère de la Culture. Donc une découverte aussi d'un nouvel univers, de nouveaux collègues, nouveau monde, police. Et donc, même si j'avais un bagage sécurité-sûreté, mais plutôt dans l'exploitation, l'organisation, le fonctionnement, faire du conseil de l'audit, c'est aussi un autre métier. Et donc, c'est grâce à mon collègue, commandant Guy Tubiana, qui m'a permis de justement développer toute cette partie-là. Particularité, là, comme on disait sur les prêts, par exemple, quand les collections nationales vont dans un musée en France ou à l'étranger, le ministère de la Culture exige aussi des clauses de sécurité-sûreté, et c'est ma mission qui est en charge, mission sécurité-sûreté, qui est en charge de s'assurer si les conditions de prêt sont suivies pas, les risques incendie, les risques de vol et autres. Alors justement, sur les autres tâches qui vous incombent, vous êtes chargé de la prévention et de la lutte contre les actes de malveillance perpétrés dans les musées, mais aussi les monuments historiques, on va y revenir dans un instant, les bibliothèques, les écoles d'architecture, les archives et les sites archéologiques en France et en l'étranger. Donc ça fait beaucoup de choses. On parle de vol, on parle de dégradation, de destruction, de pillage, de vandalisme, d'atteinte aux biens et aux personnes, trafic illicite, terrorisme, etc. À l'instant, je viens de dire des monuments historiques. Pourquoi des monuments historiques? Parce que là, on parle du musée d'Orsay et de l'Orangerie. Il y a d'autres... Après, vous avez... Parce que certains sont monuments historiques, c'est-à-dire ils sont classés ou inscrits, mais il y a énormément, on va dire, je crois que c'est plus de 20 000 monuments historiques, enfin j'ai plus en tête, mais qui sont classés ou inscrits. C'est pas obligatoirement des musées, ça peut être aussi... Là vous êtes toujours au sein du musée d'Orsay, mais... non, là je change complètement, c'est-à-dire que... C'est ça. Là j'ai vraiment, en tant que conseiller sécurité-sûreté, j'ai rejoint la mission sécurité-sûreté du ministère de la Culture, au sein du ministère de la Culture, la Direction Générale des Patrimoines. D'où le fait que vous ayez à gérer ces dizaines de milliers de monuments historiques, entre autres. Avec mes collègues, bien évidemment. Bien sûr. Les écoles d'architecture, il y en a autant que ça? Il y en a un certain nombre, mais là, on va dire, là, c'est plutôt la gestion, c'est les écoles d'architecture, donc c'est plutôt les étudiants, les risques spécifiques, puisque c'est sous tutelle du ministère de la Culture. Et puis les sites archéologiques en France, ils sont nombreux, mais également à l'étranger, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on va plutôt travailler sur la lutte contre le pillage archéologique et le trafic illicite pour voir comment, on va dire, nos partenaires, que ce soit les Italiens, Carabinieri, ou les Espagnols, la Guardia Civile, ou, on va dire, au niveau du Moyen-Orient, Turquie, ou Grèce, ou autre, savoir comment eux, ils gèrent la protection de ces sites. Donc c'est plutôt des échanges de bonnes pratiques pour éviter que ça se passe aussi chez nous. Trafic illicite, c'est quoi? C'est le fait que les gens volent des œuvres d'art dans des monuments, ou même, peu importe d'ailleurs, et les revendent à l'étranger? Tout à fait, c'est-à-dire il y a soit la partie vol, donc là, généralement la partie vol, c'est plutôt dans des, comme vous dites, dans des établissements, dans des bâtiments,
Les églises, par exemple. Les églises. Donc c'est pour ça, là, on parle de monuments historiques, les églises en font partie. Mais ça peut être aussi dans des châteaux. Bien sûr. Ou dans des musées. Là, pourquoi vol? Ou des sites naturels, même. Des sites naturels. Mais on va dire, là, on va plutôt parler de pillage, parce que les vols, c'est plutôt sur des objets qui sont inventoriés, qui sont connus. On est d'accord. C'est-à-dire que si on vole un Degas, puisqu'on va parler à Orsay, on va pouvoir facilement envoyer une photo et prévenir toutes les forces de service. Tandis que dans les sites archéologiques qui sont en plein milieu des bois, plein milieu des champs, qui peut être aussi dans des grottes, dans un désert, Voilà, la difficulté, c'est que oui, on va connaître les vestiges, les pierres et autres. Mais ils ne sont pas répertoriés. Mais voilà, c'est très difficile. Ou sinon, ils sont sous terre. Et donc là, la difficulté d'inventorier des objets qu'on n'a pas encore découverts, ou potentiellement on sait qu'il y en a, mais qu'on n'a pas encore fouillé ou sorti. Donc là, facilité pour les pilleurs de prendre des objets, de les sortir, de les revendre, sans qu'on ne sache qu'ils ont été volés, tant qu'on ne les a pas vus. Quels moyens technologiques vous avez justement aujourd'hui pour lutter contre le trafic illicite? Alors, énormément les bases de données. Là, justement, il y a un projet France, on va dire, sur les fonds européens. C'est Artefact. Donc là, qui permet justement, on a la base TREMA, qui est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui a une base de données sur tous les objets volés, des biens culturels volés en France, donc là qui font suite à un dépôt de plainte, donc avec une photo. Là, l'objectif de Artefact, c'est de pouvoir faire des recherches. On va dire, vous avez un objet, le policier, le gendarme ou le douanier, dans le cadre d'un contrôle ou d'une saisie, trouve un objet. Là, il va faire une recherche sur les bases de données police, gendarmerie ou douane, c'est-à-dire sur les objets qui sont déclarés volés. Mais sur les autres qui ne sont pas encore déclarés volés, que ce soit de pillage ou autre, on va faire une recherche sur l'ensemble de l'Internet pour voir s'il n'est pas apparu dans une vente, s'il n'a pas été dans une collection publique, privée, déjà pour savoir est-ce que ça provient d'un vol ou d'un pillage, ou potentiellement ça peut ressembler à un objet qui appartient à un site connu archéologique, ce qui permettra de faire des alertes et d'appeler les spécialistes. L'objectif étant que le douanier ou le gendarme ou le policier qui n'est pas un spécialiste en archéologie par exemple, ça permet d'avoir un premier point de repère et qui peut permettre, en nous contactant, d'avoir un lien, et moi je le renvoie vers un spécialiste, un expert en archéologie qui lui dira, c'est une pièce de monnaie, c'est un objet... Donc vous travaillez bien évidemment en constante relation avec les forces publiques, entre autres les douaniers, puisque j'imagine que lorsque des œuvres d'art volées franchissent les frontières, ce sont quelque part les primo-intervenants. Tout à fait, c'est eux qui sont en charge, en général des marchandises, et les biens culturels font partie des marchandises, mais soumis à une réglementation et un contrôle. Donc oui, c'est les premiers, en fin de compte, à surveiller, contrôler, et de suite, l'objectif, c'est pour ça des liens étroits, pour les sensibiliser, les former, et pour que de suite, dès qu'ils ont des biens culturels, nous contactent pour qu'on confirme ou pas, et les obligations derrière qui sont, vous devez avoir un justificatif pour exporter. Si vous ne l'avez pas, ça devient une fraude, la contrebande. Yann, le temps passe très très vite, mais alors je fais un petit bond, pouf, voilà. Je veux absolument faire un focus sur des... vous avez continué tout du long de votre carrière à faire de la formation. Tout à fait. Vous avez compris que c'est grâce à la formation que vous pouviez évoluer dans votre business et surtout apprendre d'autres choses. Et vous avez fait des stages en immersion au sein de services d'enquête spécialisés comme la Direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières, on en parlait un instant, la compagnie de gendarmerie de Salon de Provence, celle de gendarmerie maritime de Marseille, le groupe d'intervention régionale de Seine-et-Marne et l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Comment ça se passe ces stages? Quel est le but d'abord? C'est d'aller sur le terrain, de voir comment ça se passe, d'aller barouder un petit peu? Tout à fait. Enfin, c'est lié, on va dire, le plaisir et le travail. C'est-à-dire que moi, je suis conseiller sûreté. L'objectif, c'est que mes services ou les services partenaires comme police, gendarmerie, quand ils vont me contacter, c'est leur donner des conseils sur les procédures à suivre, les requêtes, les perquisitions, etc. L'objectif, c'est que je sois au plus près des attentes, des besoins et des contraintes des uns et des autres. Donc là, l'objectif, comme en plus ce sont des services spécialisés, il n'y a que chez eux qu'on peut apprendre. Donc là, c'est savoir, pour que je puisse faire des fiches protocoles, des procédures pour mes collègues archéologues ou pour les archivistes, et qui correspondent aux besoins du policier ou de l'enquêteur, il n'y a pas mieux que d'aller directement travailler avec eux, de voir comment ils travaillent. Ce qui me permet vraiment
que nos fiches, procédures, protocoles soient totalement adaptés, aussi bien pour les policiers, les gendarmes, les douaniers. Donc il y a un échange quelque part de connaissances pour que chacun progresse et être le plus aille dans le même possible. sens et le plus performant, le plus efficace. D'accord. Ils vous font faire un peu de terrain quand vous allez voir la gendarmerie de Marseille ou de Salon de Provence ou... Un petit peu, après on ne peut pas rentrer dans les détails, mais... Là, pourquoi pas Non, mais là, par exemple, j'ai fait l'accueil en gendarmerie, c'est-à-dire recevoir les plaintes, le citoyen lambda et être à côté de celui qui reçoit. Et c'est vrai que on apprend énormément. D'accord. On voit l'envers du décor. Moi, j'ai besoin de bien connaître l'envers du décor pour pouvoir le transmettre. Bien sûr. Et mieux connaître l'autre. Mieux connaître l'autre, oui, c'est ça. Vous n'avez pas été sur le terrain avec eux? J'ai un peu suivi avec oui, sur certaines opérations. On a presque terminé. Je voulais savoir si vous aviez vécu justement, puisque vous vous occupez de veiller à ce que les œuvres d'art ne soient pas dégradées, volées. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre carrière qui était marquant sur une tentative de vol ou de dégradation? Il y en a plusieurs, mais on va dire celles qui sont les plus anecdotiques. On va dire, je vais prendre des exemples étrangers parce que c'est vraiment là le plus anecdotique. C'est, on va dire, là il y a eu un vol en 2017 d'une monnaie en or, d'une pièce en or de 100 kilos. Ah oui. Donc ils sont passés par la fenêtre avec une échelle et ils sont partis avec une brouette. Donc c'est vraiment des cas, on va dire. La réalité dépasse la fiction, on n'imaginerait même pas dans un film. Lupin, là. Tout à fait. Et ils ont réussi à partir avec, tout à fait. Malgré toutes les technologies. Comme quoi, tout n'est pas aussi bien sécurisé. Une bonne brouette et hop. Et ça suffit. Non, et voilà, tout l'intérêt de notre travail, c'est justement mieux sécuriser pour éviter que ça se produise. Donc tout l'intérêt de bien connaître et de découvrir. Et dernier exemple. Pour compléter, c'est-à-dire il y a eu aussi un autre vol, là c'est en Angleterre, où ils sont passés par les toits, c'est des papis braqueurs, puis la moyenne d'âge c'était plus de 65 ans, ouais. Ils sont passés par les toits, ils ont descendu par l'ascenseur en appel, et après ils ont percé plus de 50 cm de mur en béton, ils ont fait des énormes. Donc ça, on pense que c'est que dans les films, mais donc là aussi, notre rôle, c'est de dire que ça peut arriver, bien et sûr. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. On a récupéré, que ce soit les voleurs de la médaille d'or ou en Angleterre, tous ont été attrapés. Justement, qu'est-ce que vous attendez des nouvelles technologies dans cet univers des musées, de l'art, qui pourraient vous aider et éviter que se renouvelle ce type de vol? Moi, c'est vraiment, en fin de compte, moi, la technologie, je l'ai toujours vue comme une aide et une assistance. C'est-à-dire qu'elle ne remplace pas l'humain et que l'humain est vraiment primordial. Donc, par exemple, la vidéoprotection, c'est quelque chose qui vient en plus, qui vient aider. Mais qu'au final, après, l'intervention, c'est toujours une intervention humaine. Bien sûr. Comme on dit, on n'a jamais vu une caméra arrêter un voleur. On peut le voir des fois avec une cagoule, mais ça ne va pas suffire. Donc c'est vraiment trouver des technologies. Moi, je regarde un petit peu tout ce qui est nanotechnologie qui permettrait, par exemple, pour la traçabilité, ouais. Permettrait de ne pas abîmer les œuvres tout en suivant et réussissant, peut-être en mettant des dispositifs, mais c'est encore des projets un petit peu en avance, mais qui permettraient vraiment de suivre les collections et les œuvres, qui permettraient, justement, si on essaye de maquiller la provenance, on aurait des traces, ou, comme je vous dis, beaucoup d'outils de bases de données, mais intelligentes, qui permettent justement de nous donner des éléments pour trouver de suite tout ça peut venir et comment faire. Cette année, vous avez reçu la médaille d'honneur des douanes à titre exceptionnel. Ça correspond à quoi? C'est par rapport à ce que vous avez apporté pour faire progresser, justement? Tout à fait. C'est, en fin de compte, quelque chose d'assez exceptionnel, puisque généralement, c'est une médaille qui est donnée qu'aux douaniers et à titre exceptionnel à certaines personnes qui ont contribué, on va dire, au travail commun avec la douane. Et donc, justement, c'est aussi un petit peu, comme on dit, le lien qu'on a avec les différents partenaires, et là, c'est aussi pour couronner, justement, comme on dit, les liens étroits entre... Le continuum, un peu. Continuum, c'est ça. Avec des enquêteurs, des services spécialisés de contrôle, et donc, pour moi, c'est un des leitmotifs qui fait évoluer aussi, et me faire avancer. Plus je connais, plus je découvre. Sûr. Donc vous avez été félicité pour ça. C'est ce qu'on voit au revers de votre veste? Pas encore, ça c'est juste une défense nationale. D'accord, vous l'aurez bientôt. Qu'est-ce qui fait encore courir Yann Brun? Comme je dis, moi c'est vraiment découvrir les uns les autres. Pour ça, moi je n'ai pas de... Voilà, j'aime bien
découvrir que ça soit là, on va dire aussi bien public, donc les partenaires, police, gendarmerie, douane, Interpol, UNESCO, enfin des choses que j'aurais jamais même découvert si j'étais resté au musée d'Orsay, mais aussi la société privée, on va dire puisqu'on est conseiller sûreté, il faut faire de la veille, il faut rencontrer dans les salons Expo Protection à Cannes ou autres, sécurité ou Monaco, et vraiment rencontrer le secteur privé. Et c'est comme vous disiez sur le continuum, c'est vraiment important, aussi des rapports humains pour connaître et comprendre. C'est-à-dire que les uns et les autres vont apporter quelque chose. Moi, je suis peut-être conseiller, mais je ne suis pas expert, mais on apprend toujours des autres. On est d'accord. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Agnew Sécurité. Encore un formidable parcours qui peut donner envie à des jeunes, justement, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Eh bien, vous voyez, c'était votre cas. Et bien rapidement, vous avez trouvé un secteur dans lequel vous évoluez toujours et avec réussite. Merci beaucoup à la Dream Team Agora, à la production et à la réalisation. Rendez-vous très vite pour un autre parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.